Bonjour Zoé Valdez. Vous êtes l'une des plus célèbres dissidentes cubaines. En 1995, vous avez fui le régime castriste. Depuis, vous avez publié un certain nombre de livres à succès, dont La douleur du dollar, Sang bleu, Café Nostalgia et bien d'autres. Hier, c'est un accord historique, la fin de la guerre froide, de nouvelles relations entre les États-Unis et Cuba. Et pour vous, ce n'est pas une victoire ? Non, ce n'est pas une victoire parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement, le régime cubain. Le régime cubain a déjà négocié des prisonniers politiques avec l'Espagne. À chaque fois, il reste dans la même situation. Il ne change rien. Donc, il y a peut-être ces changements de la partie des États-Unis. Il faut attendre aussi le Congrès et le Sénat. Ils vont voir après. Mais avec Cuba, on ne sait jamais. Oui, ça veut dire que ça n'est pas, je disais, une victoire, même si c'est la fin de l'embargo, même si on annonce évidemment une possibilité de développement économique pour Cuba. C'est un annoncement de la fin de l'embargo, mais ce n'est pas encore la fin de l'embargo, parce qu'il faut voter dans le Congrès américain, donc ce n'est pas encore la fin de l'embargo. Mais je pense qu'il y a... Il y a une volonté des États-Unis, du président Obama, pour faire changer les choses. Après, comme je vous disais tout à l'heure, la volonté du régime castriste est toujours... on ne sait pas toujours comment ils vont réagir. C'est quoi la volonté de Raúl Castro aujourd'hui, d'après vous, Zoé Valdez ? Rester dans le pouvoir, rester au pouvoir et avec tout son entourage et toujours avec les mêmes gens et rester toujours au pouvoir. Ça veut dire, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ces accords que l'on dit historiques n'ont qu'une fin, c'est de permettre à la famille Castro de rester au pouvoir ? Oui, je crois que les premiers qui vont être bénéficiés, c'est la famille Castro. C'est les seuls qui vont être d'abord bénéficiés. Le peuple cubain, ça va tarder beaucoup de temps pour qu'il puisse voir un changement. Je pense que comme Obama l'a dit, c'est comme pour la Chine. Et Obama l'a dit, on a changé nos relations avec la Chine, on va le faire avec Cuba, donc ça va être pareil. Ça veut dire, au niveau notamment des droits de l'homme et de la démocratie, il n'y a aucun progrès à attendre ? Je ne pense pas, parce que c'est très difficile avec les Castro. Les Castro ont à chaque fois promis, et après, ils ne font rien du tout. Au contraire, ils font tout le contraire. Par exemple, ils relâchent des prisonniers politiques et ils arrêtent d'autres. Et le 10 décembre, une trentaine de dames blancs ont été arrêtées, ont été détenues, et c'est à chaque fois comme ça. Ils vont relaisser 50 prisonniers politiques, ils vont arrêter d'autres. Oui, ça veut dire aujourd'hui, d'après vous, que le régime Castro était à bout de souffle. Il aurait pu tomber, vous pensez, s'il n'y avait pas eu ces accords? Est-ce que l'embargo aurait pu enfin avoir un effet 53 ans après? Je pense que oui, mais c'est vrai aussi qu'il y avait Alan Gross, le prisonnier politique nord-américain, il y avait d'autres prisonniers politiques nord-américains, il y avait cet grand intérêt de faire sortir les 3 espions qui restaient en Amérique, en prison aussi. Donc, oui, il y a beaucoup d'intérêt, surtout d'intérêt pour les deux gouvernements, le gouvernement américain et le régime castriste. Oui, mais comment vous expliquez, Zoé Valdez? Et on voit ces images ici de Fidel Castro, de Kennedy, 53 ans après, l'embargo n'a pas eu l'effet escompté de faire chuter ce régime? Il y a eu un effet important, mais le problème c'est que l'embargo n'était pas un embargo ferme. Cuba a négocié avec l'Union européenne, avec d'autres pays. Ce n'était pas un embargo avec tout le monde, c'était un embargo seulement et un embargo léger, pas un blocus. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui existe toujours depuis des décennies, 5 décennies, c'est le blocus antérieur castriste. C'est beaucoup plus important que l'embargo américain. Parce que ce blocus antérieur castriste, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus négatif pour le peuple cubain. Oui, ce que vous dites, c'était ça. Pour vous, ça reste la famille Castro, le problème. Et les Cubains, malgré tout, souffraient de cet embargo. Malgré tout, est-ce qu'ils peuvent quand même en espérer quelque chose? Vous savez, je crois qu'ils vont espérer. Ça fait 5 décennies qu'ils attendent. Donc, ils sont en vie de beaucoup de choses. Ça, c'est normal pour eux. C'est comme à l'époque des esclaves, à l'époque espagnole, où on dépendait de l'Espagne. Les esclaves avaient envie, avaient besoin, avaient désiré des choses. Et à chaque fois que
on leur donnait quelque chose, ils étaient contents, ils chantaient, ils dansaient. C'était la réaction d'un peuple qui a été toujours comme ça. Oui. Que vont faire, d'après vous, les Américains aujourd'hui, 150 km des côtes de Cuba? Que vont faire les Américains aujourd'hui? Vous pensez qu'ils vont transformer Cuba? Je pense qu'il y a une envie de tout acheter et de tout prendre. Et ça fait des années qu'ils avaient ces programmes-là dans leur tête. Je vous disais tout à l'heure, comme dans les poèmes de Cavafis, enfin les barbares vont arriver. Est-ce que ces gens-là étaient une solution? On va le savoir. Les barbares, pour vous, ce sont les Américains? Les barbares, comme on nous a dit toujours. On nous a dit toujours que l'invasion américaine, on nous parlait toujours de ces barbares américains qui allaient arriver. Ils n'ont jamais arrivé. Et en fait, aujourd'hui, ils vont négocier avec... Ils vont négocier pour que justement ils viennent, voilà. Après avoir dit longtemps qu'ils voilà. étaient menacés de cette invasion. Aujourd'hui, vous dites quoi à ce peuple cubain? En 1995, je le disais, vous avez fui votre pays. Vous êtes aujourd'hui l'une des voix les plus entendues, l'une des dissidentes les plus célèbres, à travers vos livres, à travers vos propos. Vous avez pu faire, à certains moments, inquiéter ce régime. Oui, je crois qu'il s'était inquiet pendant un moment parce qu'il croyait que j'allais être une espèce de leader politique. Et je n'ai jamais accepté être ça. Ça ne m'intéresse pas, je suis un écrivain. C'est la seule chose que j'ai voulu être, pour la seule chose qu'ils ne me veulent pas. Oui, ils ont essayé de vous acheter. Aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à travers une troisième personne, ils m'ont appelé une fois pour me dire qu'ils pouvaient changer les relations avec moi si j'ai accepté de me taire. Et vous avez refusé? J'ai refusé. Et pourquoi vous parlez encore aujourd'hui, Zoé Valdez, malgré tout? Parce que vous savez, c'est mon histoire personnelle, c'est l'histoire de ma mère, c'est l'histoire de tout un peuple, c'est l'histoire de ma fille qui est née à Cuba et qui ne connaît pas son pays. Et c'est pour ça que je me bats depuis toujours. Je ne gagne rien, au contraire, je perds beaucoup, parfois avec les choses que je dis. Mais je préfère parler sincèrement et dire les choses comme elles sont. Il y a tellement de réactions aujourd'hui dithyrambiques et de réactions étranges au sujet de ce qui s'est passé hier. Et je voulais justement dire, attention, avec le castrisme, ce n'est pas toujours ce qu'on attend. Il y a toujours une réaction de leur part, de fermeture et de plus de fermeture et de plus de force. Merci beaucoup, Zoé Valdez. Merci. La chasseuse d'As, c'est votre dernier roman publié chez Lattès, je voulais le signaler. Et vous remercier d'être venu aujourd'hui témoigner sur le plateau de TV5 Monde.